Bonjour les amis, bienvenue à cette live depuis Rabat au Maroc, le journal d'un confiné malgré lui. D'ailleurs, qui peut se confiner volontairement, à part les moines et autres, certains religieux ou certaines sectes religieuses. Je viens d'y penser d'ailleurs, c'est vrai, hein, le confinement renvoie aussi à une notion d'isolement, de retraite. Et les confinés sont peut-être plus nombreux que ce qu'on croit, les confinés habituels, notamment aussi les paysans et tous ceux qui vivent dans l'isolement. Donc je voudrais vous parler aujourd'hui en live, j'enregistre également, donc j'ai deux objectifs là face à moi, je vais essayer de les fixer de manière alternée. Excusez si si vous avez l'impression que je ne vous regarde pas. Là, je préférais regarder plutôt vers la caméra qui m'enregistre et non vers le téléphone qui me met sur Twitter. Je salue tout le monde sur Twitter. J'essaie d'être bref, comme d'habitude. Je voudrais vous rendre compte un peu de mes impressions quotidiennes. Ici au Maroc, c'est un peu différent de ce qui se passe en France, très certainement. Et ensuite, parler de 3 points qui sont plutôt des observations plutôt majeures ou du moins structurelles, qui ne sont pas liées aux circonstances. Mais commençons par ce qui est le plus croustillant, par les circonstances. Nous sommes des êtres humains, nous vivons dans un écosystème, dans une société, nous côtoyons des gens, et c'est ce qui fait notre humeur, notre tempérament, et qui nous rend plus ou moins heureux. Donc le confinement ici au Maroc est impressionnant. J'habite dans un quartier pavillonnaire, pas loin du centre de la ville de Rabat, la capitale du Maroc, et je vous avoue que pour la première fois, j'ai entendu les oiseaux chanter dans mon jardin. Cette maison a été construite il y a 35 ans, et bien je n'ai jamais eu le souvenir d'avoir entendu les oiseaux chanter. J'entends même les bambous faire le bruit là, de craquement. Les troncs se touchent et font ce bruit caractéristique des bambous, on dirait des cris ou des os qui se cassent. Eh bien je l'entends. Hier, j'ai été surpris d'entendre le muezzin. J'ai entendu deux appels à la prière de deux mosquées différentes, qui pour moi étaient extrêmement lointaines. Hein. Enfin, j'avais dans ma cartographie mentale l'idée qu'elles étaient lointaines. Pourtant, l'une est à 400 mètres et l'autre est à 1 km. Une plein nord, l'autre plein sud. Je ne les avais jamais écoutées. J'avais jamais écouté le muezzin à cause du bruit ambiant de l'avenue principale. Et du bruit de la ville. Eh bien, nous pouvons maintenant écouter l'appel du muezzin comme s'il était à côté. Et j'avais oublié à quel point cet appel pouvait être magnifique, j'allais dire. Alors j'ai écouté les deux, donc il y a un effet de décalage puisque le son parcourt un chemin différent et une distance plus longue. Et je ne sais plus comment il faut dire, une des personnes qui est appelée à la prière, le mot m'échappe, a été réellement talentueuse. C'était un monsieur réellement talentueux. Et ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti une telle sensation du beau. Enfin, j'avais oublié à quel point cet appel à la prière pouvait être beau. Bon. Ça, je vous en parle, puisque étant musulman, ces choses-là me touchent. Je ne vous demande pas de penser comme moi, ni d'être d'accord avec moi, ni de m'envoyer des fleurs ou des applaudissements. Je vous dis juste que mon impression. Et finalement, nous vivons dans un monde extrêmement accéléré, extrêmement bruyant. Tout le monde nous parle de pollution atmosphérique, de changement climatique, mais on nous parle très rarement de la pollution sonore. Et là, je vois que tout change à la limite. J'ai l'impression que même mon goût, mon palais va changer, puisque je ne suis plus soumis au harcèlement des pots d'échappement, des voitures, des klaxons, des bruits des passants dans la rue et autres. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je retrouve enfin l'identité de mon pays de naissance, le Maroc, de mon pays où je suis né et où j'ai passé une grande partie de ma vie. Et je retrouve cette identité, cette nature méditerranéenne, toujours à la limite de la pénurie, parce que l'eau manque constamment ici. La couleur verte ici est un miracle causé par l'irrigation, sinon elle ne dure qu'une semaine ou peut-être qu'un jour ou un mois, ça dépend des régions. Donc si vous voyez du vert derrière moi, c'est le miracle de l'irrigation, savoir-faire ancien des Arabes. Pas seulement des Arabes, des Berbères aussi, mais d'autres peuples, mais les Arabes ont eu une bonne avancée là-dedans. Et voilà, l'appel à la prière, qui fait partie de cette âme marocaine et de cette identité marocaine, et qui peut, par certains aspects, avoir un côté magnifique. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. Après.
Et j'aimerais bien continuer à ressentir l'identité française quand je pars en France ou en Europe. J'aimerais bien écouter le son des cloches des églises, j'aimerais bien découvrir des villages français nichés au fond de vallées peu connues ou du moins peu visitées, avec des belles églises romaines, gothiques ou autres. Me balader à Paris, entendre parler français, manger des croissants et des bons plats français, et au Maroc, me sentir au Maroc. Je revendique mon droit au dépaysement. Nous avons un droit au dépaysement. Ajoutez-le à la longue liste des droits de l'homme, puisqu'on maintenant on peut tout remettre, on peut tout inclure dans cette liste des droits de l'homme, et bien on pourra maintenant inclure un droit au dépaysement. J'aimerais me sentir au Maroc parmi les Marocains et en France parmi les Français, ou en Angleterre, en Allemagne. Et quand je vous parle de dépaysement, je suis sérieux, je ne fais pas de la provoque. Hein. Je vous dis, même au Maroc maintenant, nous avons une défiguration des paysages, des saveurs, de tout, hein, des paysages humains, des paysages architecturaux. D'ailleurs, les deux vont ensemble. Hein. Les hommes habitent les bâtiments et font les bâtiments. Donc je vois une défiguration progressive, j'en ai parlé dans mon livre, parce que nous sommes influencés non seulement par la mondialisation, le monde du McDonald's, mais aussi par le monde du Moyen-Orient, ce que j'appelle la wahhabisation des esprits, c'est-à-dire maintenant, vous vous baladez dans plusieurs villes du Maroc, et vous ne savez pas si vous êtes au Yémen, à Bagdad ou au Caire. Ça, c'est l'influence du Moyen-Orient. Alors moi, j'adore le Moyen-Orient, je m'y sens chez moi, je suis arabe, je me sens très bien à Dubaï ou à Abu Dhabi, ou même ailleurs. Je ne connais pas l'Irak, mais si les choses s'arrangent, j'aimerais bien faire un tour là-bas, ou même en Syrie. Mais ce n'est pas le Maroc. J'aimerais que le Maroc garde son cachet. Et pareil pour la France, et je pense que tous qui me regardez maintenant, ben vous devriez lutter pour que, enfin, vous devriez au moins vous opposer à la défiguration de vos paysages. C'est un droit de l'homme comme un autre. Ce que j'appelle le droit au dépaysement, c'est quand je vais chez vous, ben je me sens dépaysé, quand vous venez chez moi, vous vous sentez dépaysé. Sinon, le tourisme mondial va s'effondrer, puisque vous aurez le Maroc chez vous à Paris, le Sénégal, et moi j'aurai chez moi Dubaï et Abu Dhabi, le Caire et Calcutta. Voilà, bon, ce sont des réflexions de quelqu'un qui a du temps, qui est confiné, donc on peut un peu divaguer. Deuxième réflexion de contexte, bah, ce matin je suis parti faire les courses. La ville est bouclée. La ville est bouclée, bon, sensation de normalité, il y a des barrages de police un peu partout, très courtois. Oh, je vois que j'ai pas débranché j'ai pas mis mon téléphone sous silencieux. Vous voyez que je manque d'expérience avec les lives. Donc je vous disais, la ville est bouclée. Les policiers, les agents de sécurité, les agents de l'ordre, des forces de l'ordre sont très courtois. Les marchés sont bien achalandés. Comme je vous dis, j'ai du temps maintenant. Ben, les gens aussi, j'ai l'impression qu'ils ont du temps pour discuter avec moi. J'ai pris un café rapidement sur le pouce dans un supermarché, servi par une jeune femme. Et puis, bon, on a un peu poussé la conversation. Et j'ai appris qu'elle jouait au foot. C'était un milieu de terrain d'une équipe de première division, je crois. Moi, je connais rien au foot masculin, encore moins féminin. Alors je lui ai pas dit que je n'aime pas le foot. Hein. Faut être courtois. Hein. Et ça m'a permis de. J'ai fait un effort sur moi-même pour écouter son histoire et elle m'a parlé un peu du monde du foot, et puis elle m'a dit que euh, le foot professionnel féminin est complètement largué. Il n'y a pas de sponsor. Il crève la dalle, et donc elle s'est retrouvée à servir des cafés dans un supermarché. Bon, je ne sais pas si elle avait un bon niveau ou quoi. Je trouvais ça assez triste. Bon, c'est une fille qui avait le sourire, donc je ne suis pas reparti avec la tête baissée ou le moral à zéro, mais en remontant dans ma voiture à Paris, je me suis dit, on donne des millions d'euros aux joueurs de foot masculins, alors que les joueuses de foot féminines, elles crèvent la dalle. Et on donne des millions d'euros à des joueurs de NBA ou de foot, et on paye très mal les chercheurs qui travaillent sur la biologie, la chimie, la pharmacie. Et certainement parmi les équipes dans les laboratoires qui vont nous trouver le remède, ou les traitements pour le coronavirus, ou au moins pour le retarder sa propagation, il doit y avoir des gens très mal payés. Donc dans quel type de monde, dans quel type de civilisation nous évoluons si nous couvrons d'or et de prestige? Parce que l'argent est une chose, mais le prestige c'est peut-être aussi plus important, c'est une monnaie, le prestige. Hein. C'est peut-être une monnaie plus forte, une devise plus forte que l'argent, même que les euros, les dollars. Mais nous couvrons d'or et de prestige des joueurs de foot, et nous méconnaissons ne serait-ce que le nom des chercheurs qui vont travailler sur le coronavirus, mais aussi ceux qui inventent les remèdes pour le cancer, le HIV et autres. Hein. Il n'y a pas que le coronavirus comme maladie, et malheureusement la liste des choses qui nous tuent au jour le jour sont énormes.
La liste des maladies qui tuent les êtres humains sont énormes. Pour préparer cette vidéo, j'ai regardé le chiffre des morts en France en 2018. Il y a 600 000 décès en France en 2018. Ramené au jour, ça fait plus de 1600 décès par jour en France. Donc juste pour avoir un peu une idée des proportions de quoi on parle, quand on vous dit qu'il y a eu 10 morts, 20 morts, 30 morts, 50 morts pour cause de coronavirus, il faut rapprocher ça, pour un pays comme la France, de 1600 morts quotidiennes. La plupart, grâce à Dieu, sont des morts dues à des maladies, contrairement au Brésil par exemple, où une grande partie des morts est due aux homicides ou aux accidents de la route. En France, la plus grande partie des décès est liée aux maladies. Donc voilà, donc il n'y a pas que le coronavirus pour nous faire réfléchir sur le statut, le sort que nous réservons à nos chers scientifiques. Voilà. Maintenant, je voudrais rentrer dans trois thèmes principaux qui sont liés à toute cette ambiance du corona. Alors, on nous dit que le libéralisme économique aurait démantelé l'hôpital français. Voilà, ça, on nous sert cette rengaine depuis des jours, depuis des semaines. Et on nous dit les gouvernements précédents, et en incluant celui de M. Macron, Philippe, ils auraient démantelé l'hôpital français en réduisant les effectifs et les hôpitaux. Moi, je vais défendre pour une fois M. Macron et m'insurger contre cette affirmation. Le libéralisme n'a rien à voir avec le statut de l'hôpital français. D'ailleurs, le libéralisme en France, c'est un courant minoritaire et il n'est pas appliqué. Moi, je suis libéral d'un point de vue économique, mais pas non plus obtus. Quand on me parle de libéraliser ADP, Aéroport de Paris, je n'aime pas beaucoup cette idée-là, je trouve que c'est des saugrenus. Par contre, quand on me dit que l'économie, elle vit bien dans un monde où il y a une certaine concurrence, où l'État est plutôt centré sur le régalien, moi ça me plaît. Donc c'est un libéral qui vous parle, mais pas un libéral obtus, école de Chicago ou autre. Mais je vous dis, en France, le libéralisme n'a rien à voir avec le statut de l'hôpital. Si l'hôpital se porte mal, c'est parce que des décisions ont été prises qui ont été funestes, notamment les 35 heures dans la santé. D'accord, mesure du PS, si ma mémoire est bonne, fin des années 90. Mesure du PS adossée par la droite. Donc ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de choix de société. La société française a choisi les 35 heures déjà, et les 35 heures dans l'hôpital. Bon, on paye le prix aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va peut-être avec un tsunami ou n'importe quel désastre, nous payons le prix. Ça fait beaucoup de mal à l'hôpital, les 35 heures. Ensuite, si l'hôpital va mal, c'est que la France va mal. Je ne sais pas si ça vous a échappé, mais la France est en faillite. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Fillon. D'accord? Donc soyons sérieux, quand il n'y a plus de pognon, on fait des coupes budgétaires. La France a coupé tout ce qu'elle a pu dans son armée. Nous avons un des budgets militaires les plus mauvais, les plus bas qu'on ait eu sur la série historique. Ça reste encore un budget important au niveau de l'Europe, mais nous dépensons moins pour l'armée que pour payer les hôpitaux, par exemple. Je vous donne des ordres de grandeur, hein, mais je vous dis que l'armée, on l'a déjà sabré, et là on a sabré l'hôpital, parce qu'il manque de l'argent. La France s'endette, la France est très endettée, j'ai plus le chiffre en tête du pourcentage de la dette par rapport au PIB, mais je crois qu'on est dans on s'avance vers les 100%, si ce n'est plus. Voilà. Donc il est normal que les gouvernants, sur lesquels on crache du matin au soir, prennent des décisions. Ils ont pris des décisions qui étaient de réduire la couverture, la capillarité des hôpitaux et de réduire la qualité. C'est dramatique, c'est dommage, mais ce n'est pas la faute de ces gouvernants-là. Le problème réel, c'est que le moteur de la France, le moteur de la richesse, est enrayé. La France ne produit pas assez de richesse. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai drame, et c'est ça sur lequel il faudrait travailler. Mais sur ces problèmes-là, personne ne veut intervenir. Parce que les syndicats, ils ne veulent pas intervenir sur ça, ils veulent juste dire que tout va mal, et personne ne veut toucher aux privilèges. Il y en a, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais si la France a un problème ne produit pas assez de richesse, si la France a un déficit budgétaire depuis 1984, s'il vous plaît, ma mémoire est bonne, 83 ou 84, ça devrait nous interpeller. Donc il est normal que dans l'hôpital, comme dans la police, dans les forces de l'ordre, il y ait des réductions d'effectifs. C'est normal. Voilà, d'accord ? La France n'est pas un pays d'extraterrestres, elle n'est pas au-dessus des lois de la physique, de la pure économie pratique. Voilà. Donc ne nous trompons pas de débat. Je suis d'accord pour qu'on ait la meilleure santé du monde en France, mais il faudrait qu'on arrive à la financer. D'accord ? Il faudrait qu'on soit sérieux 5 minutes. Là où on devrait s'en prendre à nos politiciens, c'est pour le démantèlement de l'état de droit et de l'état français. Là oui, là ça a été fait, là c'est une politique publique.
Là, ce n'est pas le PIB qui n'est pas bon ou la croissance qui n'est pas au rendez-vous, non. Là, c'est un choix politique qui a été d'affaiblir l'État français. Et nous payons le prix aujourd'hui en France. Parce que nous n'arrivons pas à pratiquer le confinement comme il faut. Je vois à la télé, je vois des choses hallucinantes. Je vois des jeunes qui sont abordés par des policiers français qui sont polis, courtois, qui vous voient tout le monde, et qui leur disent, je ne vais pas le dire, l'insulte, qui les envoient bouler, ou qui leur envoient des parpaings sur le véhicule, en plein état d'urgence. Enfin là, je ne sais pas si on est en état d'urgence, mais on est en état de confinement. Enfin moi, si j'étais policier français, enfin haut gradé français ou même ministre de l'Intérieur, moi je pleurerais des larmes de, je ne sais pas comment on dit, hein. Vous savez ce qui m'arrive dans l'esprit là? C'est ce qui a été dit par Abou Abdil, vous savez, le dernier roi de Grenade. Ce qui a été dit par sa mère quand il a quitté l'Andalousie, il a regardé, il s'est retourné, il a regardé Grenade pour la dernière fois, et sa mère lui aurait dit, ben maintenant tu vas pleurer comme une femme, la ville que tu n'as pas su défendre comme un homme. Et bien je vous dis, chers amis, chères élites politiques, chers hauts fonctionnaires, chers ministres, mesdames et messieurs, avec tout le respect que je vous dois, c'est peut-être ça qui vous attend. Vous allez pleurer peut-être la France, l'État français, comme une femme, alors que vous aurez dû la défendre comme un homme. Vous voyez là-dedans, dans mes paroles, aucune misogynie. Ne me faites pas ce procès-là. J'utilise juste d'une figure de style qui a été utilisée il y a 600 ans. Nous ne faisons pas des procès en misogynie à des gens qui ont vécu en 1492. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Vous voyez, moi, en tant que Marocain et franco-marocain, j'ai mal de voir la police française maltraitée comme ça par des gens qui refusent le confinement. C'est vrai dans les quartiers, mais c'est vrai aussi, me dit-on, je n'ai pas des vidéos sous les yeux, dans certains quartiers bourgeois. C'est hallucinant, mais ça c'est le fruit d'une politique publique. Nous avons désarmé l'État. Dès que la police intervenait, nous disions « Ah, l'excès ». Dès que la police, toute action de police était nommée excès. Et toute action des jeunes ou des gens qui sont mal élevés, on disait ce sont des bavures. Ce sont des réponses à des bavures. Non, non. Là, on paye le prix. Bienvenue dans le monde que vous avez créé. Là, pour le coup, vous pouvez dire que le laxisme pénal rend pire, il aggrave la crise. Là, oui. Là, pour le coup, on peut dire, là, on peut s'en prendre aux politiciens, pour ce coup-là. Alors, pas à M. Macron, parce qu'il est arrivé en 2017, hein. Non, à tous les politiciens depuis 40 ans, 50 ans, qui ont démantelé l'État français, ils l'ont désarmé. L'autorité État français dans plusieurs quartiers de la République et chez plusieurs personnes est devenue une plaisanterie. Et bien maintenant qu'on a besoin de confiner les gens ne se laissent pas confiner. Voilà. Là pour le coup, là oui, là c'est un crime contre la société française. Parce que si vous faites du confinement et les gens se baladent dans la rue, la contagion va continuer. Là, tout le monde va trinquer. Là, pour le coup, le laxisme pénal, j'insiste, le laxisme pénal doit être accusé. Et là, il est vraiment au cœur du problème. Ce n'est pas le libéralisme, d'accord? Donc, laissons tomber le libéralisme pour l'hôpital, il n'a rien à voir. Ce que nous avons démantelé volontairement, ce qui dépendait de nous, pas de l'Union européenne, pas de Bruxelles, pas du 7e ciel, mais de nous, c'était le laxisme pénal qui a été érigé en politique publique. Là, il faut se retourner, quand tout sera fini, si nous avons encore un peu de mémoire, parce que dans un mois, je ne sais pas à quoi on va penser, il faudra se retourner contre les juges, pas tous, mais certains grands juges qui ont appliqué ce laxisme pénal, les cours supérieures de justice, les politiciens, les universitaires qui nous ont expliqué que toute action du pouvoir, que toute action de police était un excès. Et bien maintenant, on paie le prix. J'espère qu'on sera tous vivants, même eux, même les progressistes et les laxistes pénaux, même eux, j'espère qu'ils seront tous vivants après le coronavirus pour qu'on en parle. Très bien. Donc, deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est on nous dit nous sommes en guerre. M. Macron a dit nous sommes en guerre. Bon, moi je vous dis, je me refuse à critiquer M. Macron pendant cette crise. Hein. Je n'ai pas ni la prétention d'être un expert en santé, en hygiène publique, ni un expert en gestion de crise. Mais quand même, j'ai quelques accointances avec la langue française. Quand on nous dit on est en guerre, on a envie de dire on est en guerre contre qui? Voilà. Et puis qui sont nos alliés? Dans une guerre, nous avons un ennemi et souvent nous avons des alliés dans une guerre de coalition. Est-ce que réellement l'ennemi c'est le Covid-19? Peut-être. Bon, je pense que M. Macron a dit ça. Bon, très bien. Moi, je ne suis pas sûr que nous soyons en guerre contre le Covid-19. Je trouve que nous sommes il y aura un avant, un après. Nous sommes à une division, vous savez, comme
une division du cours de l'eau, là. Deux fleuves vont apparaître, une division va apparaître, il y aura deux possibilités, deux lectures du monde, deux récits du monde. Nous avons le récit du monde qui nous a gouverné jusqu'à présent, celui de la mondialisation, fin des frontières, frontières Schengen à peine, cosmopolitisme, libéralisme économique, à la limite en négation des intérêts de la France, puisque tout devait être Europe. Les seules choses qui étaient intéressantes étaient des choses communautaires, voire mondiales. Voilà. Donc c'est ce monde-là, qui avait aussi ses bienfaits, il ne faut pas cracher dans la soupe tous les jours. Donc il y a cette lecture-là, et une autre lecture qui pourrait dire, hein, là je suis en train de faire de l'analyse et de la spéculation, qui pourrait dire non, il faut revenir aux frontières, il faut rebooster la souveraineté de l'État, il faut donner à l'État les moyens de préparer les crises, d'acheter des masques par exemple, de dépenser de l'argent inutilement, parce que faire des stocks pour des masques, pour une possible pandémie, c'était du gaspillage il y a 10 ans, dans la tête d'un libéral, d'un comptable. Dans la tête d'un comptable, c'est un pur gaspillage. Dans la tête d'un vrai politicien, d'un vrai homme politique, d'un homme d'État, d'un grand commis de l'État, ce n'est pas un gaspillage. Et il pourrait y avoir, en fait, la guerre, à mon avis, elle est entre le cosmopolitisme mondialiste qui a réduit l'État, qui l'a réduit à une plaisanterie d'un point de vue même, la capacité d'action, et une lecture, on pourrait dire souverainiste, mais sans l'aspect péjoratif, qui dit qu'il faudrait qu'on remette à l'honneur quelques frontières. On ne va pas revenir aux tranchées du Moyen-Âge, hein, on ne va pas trucider ceux qui traversent les frontières, mais on va ressusciter la notion de frontière, qu'elle cesse d'être une plaisanterie et un mot péjoratif, et puis qu'on ressuscite la notion de gouvernance, mais pas la gouvernance de compliance d'entreprise, la notion de leadership, la notion de gestion de l'État. C'est-à-dire qu'on ne gère pas un État comme on gère une ONG ou une business unit. Quand on gère une ONG et une business unit, on ne fait pas de stock pour une pandémie qui va peut-être apparaître dans 20 ans, 30 ans. Mais quand on gère un État, eh bien, c'est un autre registre. Je ne sais pas, je crois que c'est Richelieu qui l'a dit, hein. La morale de l'État n'est pas la même que la morale privée. Eh bien, moi, je paraphrase, la gestion de l'État ne peut jamais être identique à la gestion d'une entreprise privée. C'est parce que ce ne sont pas les mêmes enjeux. Moi, je trouve que la gestion de l'État est plus noble que celle du privé. Mais là, c'est un jugement de valeur. Mais vous conviendrez avec moi que les règles morales, les régimes moraux ne sont pas les mêmes. Parce que la vocation de l'État, ce n'est pas de faire du profit. La vocation de l'État, c'est de durer. Durer. La vocation de l'État, c'est de durer. Ensuite, il a une vocation qui est de protéger la population. D'accord? Ce sont les deux vocations de l'État, du politique, on va dire. Voilà, donc il y a certainement, moi je vois cette guerre aujourd'hui qui est lancée entre ces deux visions du monde. À votre avis, qui va gagner quand tout sera fini? Moi, je ne suis pas sûr que cette vision du monde que je viens de vous détailler, qui est plutôt la mienne, vous l'avez senti avec la virulence de mon propos, enfin, ce n'est pas de la virulence, c'est que ces choses-là m'habitent et me passionnent. Est-ce que cette vision-là du monde va triompher? Je ne sais pas, parce que même si le coronavirus nous casse la gueule, pour parler vulgairement, même s'il nous fait très mal, je ne suis pas sûr que nous revenions à un monde plus équilibré, où l'État est plus fort, où il y a un peu plus de frontières, et où nous valorisons la gestion publique à sa juste valeur. Un monde où nous cherchons des chefs et des élites qualifiées, et non pas des managers et des financiers pour nous gouverner, entourés par des cours de courtisans, que j'appelle moi les technocrates, barre de fraction, eunuques. Il y a des technocrates qui n'ont pas le courage de démissionner. Nous avons des technocrates aujourd'hui qui voient qu'on fait des bêtises, qu'on prend des mauvaises décisions, et ils restent. Ce que j'appelle les eunuques. D'accord? Donc je ne pense pas que le bon sens, j'appelle mes thèses le bon sens. Je suis partial, je suis partie prenante, mais au moins j'ai l'honnêteté de vous dire, de prendre des précautions de méthode. Donc je ne pense pas que le bon sens puisse gagner. Pourquoi le bon sens, à mon avis, ne gagnera pas? Parce qu'il n'est pas défendu. Quelles sont les figures publiques aujourd'hui en France, peut-être ailleurs, je ne sais pas, mais en France, qui défendent les thèses que je viens de déclarer? Pas grand-chose. Et puis celles qui les défendent, elles sont pestiférées en général. Est-ce que vous avez des intellectuels qui disent ce que je dis moi, c'est-à-dire qui le mettent sur le papier? Oui et non, oui, bien sûr, mais ils ne sont pas nombreux. Et puis ils ne sont pas dans les médias. Donc il ne suffit pas. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il ne suffit pas d'avoir raison. Il ne suffit pas d'avoir raison pour l'emporter. Il nous faut beaucoup plus pour l'emporter. Ce n'est pas parce qu'il y a le Covid-19 que les élites progressistes, ces élites-là qui nous gouvernent,
vont changer d'avis ou vont nous laisser le pouvoir. C'est pas parce qu'il y a le Brexit que Macron, barre de fraction, Merkel vont partir. C'est pas parce que Erdogan nous insulte que nous allons, nous, Européens, barre de fraction progressiste, élite mondialisée, allons redevenir enfin des hommes et le traiter à la hauteur, enfin répondre à ses insultes à la hauteur à la hauteur de l'offense. Non, non. Il faut réellement que le pouvoir leur soit arraché. Et c'est pas en ayant raison seulement. Les idées qui triomphent dans le monde sont malheureusement les idées qui sont souvent violentes. Et c'est comme ça. Les modérés ont souvent du mal à l'emporter. J'avais un troisième point à partager avec vous, mais je crois que je le garderai pour une prochaine. Je crois déjà qu'on a parlé pendant longtemps. Merci à tous ceux qui m'ont suivi sur Twitter. Et cette vidéo qui est enregistrée aussi sera postée ce lundi soir sur les autres réseaux sociaux. Merci, à la prochaine, et puis prenez soin de vous, où que vous soyez, et puis respectez les consignes de confinement, et que Dieu nous aide et nous protège toutes et tous, où que nous soyons et qui que nous soyons. Au revoir.